Bonsoir, mesdames, messieurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, dans le fond, je pose la question à nos gens à la technique. Là. Je sens qu'il y a un peu de réverbération. Bienvenue à cette réunion régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Je vais vous présenter les membres du Conseil et de la haute direction qui siègent devant vous. Donc, à votre gauche, en commençant avec ce comité, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté. M. Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. M. Édouard Janizewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux. Mme Monica Ricourt, qui est conseillère municipale, conseillère d'arrondissement dans l'arrondissement de Montréal-Nord. M. Dominic Perry, qui est conseiller municipal à la Ville de Montréal, bien sûr, dans l'arrondissement de Saint-Léonard. M. Yves Devin, qui est directeur général de la Société de transport de Montréal. À ma gauche, M. Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil d'administration, conseiller municipal dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir, good evening. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui est membre représentante des membres jeunes. M. Bernard Blanchet, conseiller municipal, arrondissement de Lachine. Maître Sylvie Tremblay, Mme Sylvie Tremblay, qui est secrétaire générale et directrice exécutive des affaires juridiques. Et Mme Danielle Porret, qui est assistante au secrétariat. Je rappelle au public que la séance du Conseil est en web diffusion, ce qui veut dire que les administrateurs sont filmés, mais également lorsque vous prendrez la parole. Donc, c'est diffusé sur le site de la STM. Et ça permet aux gens qui ne peuvent pas se déplacer ce soir de visionner le Conseil. Comme j'ai pris l'habitude depuis que je suis président du conseil d'administration de la STM, je fais toujours un petit bilan d'un certain nombre d'activités excusez-moi, qui ont eu lieu entre deux conseils d'administration. Et tout d'abord, on va souligner, bon, ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que la STM, depuis quelques années, a reçu des investissements plus importants de la part de l'agglomération de Montréal, de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, de la clientèle. Et elle a fait un travail interne avec l'ensemble de ses employés pour améliorer ses performances, accroître son achalandage, améliorer le service. Et il y a un certain nombre de prix qui ont été remis au fil des dernières années, dont un prix en 2010 de meilleure société de transport public en Amérique. Mais il y a des prix qui ont été remis également à des membres du conseil d'administration ou de la direction. Et Mme Marie Turcotte s'est vue remettre récemment une des plus hautes distinctions en matière de transport collectif au Québec, le prix Guy Chartrand, pour l'ensemble du travail qu'elle a fait en transport collectif, en accessibilité universelle. Et elle était déjà reconnue en 2001 par un prix qui avait été décerné par Centraide du Grand Montréal pour sa vision. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ça fait un silence, j'espère que ça ne vous met pas mal à l'aise. C'est pour mettre encore plus d'intensité dans les félicitations qu'on va faire à Marie. Donc, elle a été reconnue par Centraide pour sa vision, pour tout le travail qu'elle a fait en transport adapté. C'est un prix qui a été remis, qui lui a été remis récemment. Donc, bravo Marie. Bravo. Donc, on permet les applaudissements dans cette partie-là du conseil d'administration. Le deuxième prix, et non des moindres, vous savez, la STM a pris, elle a toujours été verte, peut-être sans le savoir, mais elle a mis au cœur de sa mission, dans son plan d'affaires 2020, le développement durable. Et dans une organisation, pour que ça se fasse, c'est bien sûr le travail de tous et toutes, mais ça prend une vision, ça prend quelqu'un qui dit à cette organisation-là, nous allons dans cette direction-là. Et donc, M. Devin s'est vu remettre le prix qui a été décerné par le journal Les Affaires et la société Trébora, le conseil Trébora, le prix du PDG vert de l'année. C'est le premier prix de cette ampleur qui est remis dans le domaine des entreprises publiques. Et nous étions présents, on était très heureux pour lui, on était tous très enthousiastes. Donc, ça reconnaît tout le travail que M. Devin a fait dans le mouvement collectif, dans l'orientation qu'il a donnée à la STM, dans le cadre du développement durable, donc tous les volets sociaux, les volets économiques
et les volets environnementaux. Ça lui a été décerné le 22 février dernier. Bravo, M. Devin. Donc, dans les nouvelles, la carte Opus qui a été qui a commencé à être validée, activée il y a 4 ans, elle a une durée de vie, cette carte-là, comme les cartes de crédit, par exemple, parce qu'elle est munie d'une puce et d'une antenne. Et la STM a, donc, dès le départ, savait que entre le moment de l'activation et 4 années plus tard, eh bien, il y aurait un retrait de ces cartes-là et les gens qui ont activé leur carte il y a 4 ans devraient les changer. Donc, on a commencé un processus qui va se poursuivre au cours des années prochaines où les cartes Opus vont être changées. Il y a une grande campagne d'information qui a été faite. Là, on commence par un petit nombre, là, autour de quelques milliers dans les premiers mois, mais ça va s'accélérer. C'était prévu dès le départ. Comme je disais, c'est un peu comme les cartes de crédit, ça a des durées de vie. Pour les personnes âgées qui utilisent moins fréquemment la carte, c'est une durée de vie de 7 ans. Pour les étudiants, vous le savez, avec les photographies, ça peut être aussi peu qu'une année. C'est gratuit. Il y a tout un protocole et des procédures qui sont à faire. Il y a des centres qui vont accueillir les gens. Il y a un site Internet qui a été développé, www.cartopus.info. Il y a dans les bus, dans nos stations, de l'information. C'est fait conjointement avec toutes les sociétés de transport public du Québec qui acceptent la carte Opus, donc autant Laval, Longueuil, Québec, AMT que les autres. Et donc, on invite la population à prendre connaissance de ça, à vérifier sur Internet grâce au numéro qui est inscrit à l'endos de la carte si sa durée de validité. Le client peut la remplacer à l'intérieur des 90 jours précédant la date d'expiration. Et la STM et les autres sociétés de transport public vont faire tout un effort d'accompagnement pour que ça pose le moins de problèmes à notre clientèle. Dans le cadre du programme d'amélioration du service de transport en commun, on a augmenté la fréquence, créé le réseau 10 minutes max. On vient de redéfinir les familles de lignes de bus. Vous avez probablement vu un encart qui a été mis dans les journaux montréalais avec le service de nuit, le 10 minutes max, le réseau régulier, le réseau express et les navettes. Bien, le service à la clientèle a annoncé, et le conseil, la création donc de la ligne 71 du centre depuis le 27 février dernier, qui est dans l'arrondissement sud-ouest et qui est un parcours nouveau qui tient compte des origines et des destinations des gens à l'intérieur de l'arrondissement. Et nous avons inauguré, vous le savez, nous avons déjà un certain nombre de taxis collectifs qui desservent des clientèles dans des zones de l'île de Montréal qui sont moins densément peuplées. Nous avons donc annoncé un nouveau projet de taxi art, dans ce cas-ci, un taxi collectif, mais art, tout spécifiquement pour la clientèle des personnes âgées à l'île des Sœurs, avec des départs en semaine qui sont faits de 9h à 15h30. Donc, c'est des nouveaux services et on remarquait récemment que dans la presse torontoise, on parlait de ces nouveaux services-là que la STM a initiés. Elle est une des premières sociétés de transport public au Canada à le faire. Information qui a été diffusée également dans les journaux, l'édicule Saint-Mathieu de la station Guy Concordia va être fermée jusqu'au 26 août 2012. La station est toujours ouverte, les gens peuvent y accéder par les autres entrées, mais c'est des travaux qui étaient nécessaires, qui font partie des grands projets de rénovation de nos infrastructures et de nos systèmes. Les coûts des travaux sont d'à peu près environ 3 millions de dollars. Et nous avons appris, les membres du conseil qui sont là depuis plus longtemps que moi et les plus vieux le savaient, mais c'est un abribus qui a été en bardeau de cèdre pendant longtemps. Donc, un des premiers qui a été mis en place. Fait que les travaux ont débuté, ils vont se prolonger jusqu'à la fin du mois d'août. Et si on se fie sur les travaux qui ont été faits l'année dernière dans le cadre des programmes, c'est pas anecdotique de dire que nous sommes à l'intérieur, à venir jusqu'à maintenant, des délais. Donc, en général, quand on fixe des délais d'ouverture, de début de travaux et de fin de travaux, nous les respectons. Nous avons présenté, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont participé à la Nuit blanche? Bon, fait que la Nuit blanche, vous le savez, fait partie de Montréal en lumière. Ça a lieu le 25, ça a eu lieu dans la nuit du 25 février dernier, le samedi. Et notre équipe, le métro, était exceptionnellement ouvert.
toute la nuit. Pourquoi nous n'ouvrons pas le métro la nuit? C'est très clair. Il y a 4 heures où nous sommes fermés, entre 1 heure du matin et 5 heures le matin. Nous avons besoin de ces 4 heures-là pour que nos équipes de cantonniers entretiennent le métro, entretiennent les rails, les circuits électriques, les voûtes de nos stations. Et donc, c'est peu 4 heures dans une nuit pour entretenir un réseau de 71 km. Donc, on ouvre exceptionnellement la nuit blanche et nos employés étaient présents toute la nuit, ont accompagné la clientèle, ont fait un travail extraordinaire. Nous sommes associés également à un projet qui s'appelle Art souterrain, qui présente des œuvres d'art d'artistes contemporains dans le Montréal intérieur et souterrain sur plusieurs kilomètres. Ça dure, c'est du 25 février jusqu'au dimanche 11 mars. Il y a des œuvres donc individuelles et collectives et nous sommes associés à 13 œuvres d'art qu'on peut découvrir dans nos stations de métro McGill, Square Victoria et Place Bonaventure. Et on est les plus cool au monde. C'est écrit, pas moi, mais on est les plus cool au monde. Donc, le métro de Montréal, classé parmi les plus cool. Vous savez, il y a des listes, c'est la mode, et il y a des sites Internet qui répertorient les lieux cool, les villes cool. Et donc, nous sommes parmi les 10 plus beaux métros au monde, aux côtés de ceux de Moscou, Paris, Taipei et Stockholm. Je ne les ai pas tous visités, mais il faut reconnaître, et ceux qui ont voyagé, que le métro de Montréal, par ses œuvres d'art, par ses architectes qui ont fait des stations différentes, par la qualité que l'on essaie de faire, que nos stations soient propres et bien entretenues, bien, c'est un métro qui est assez unique et qui fait la fierté des Montréalais et des Montréalaises. Donc, en plus, on est cool. Sur ce, je vais donc ouvrir la période de questions du public. Nous avons 9 intervenants et intervenantes ce soir. Et j'ai Mme Gaëtane Grenier. C'est une période de questions, mais les gens peuvent amener des commentaires. Ce n'est pas forcément toujours des questions, ça peut être des commentaires ou des propos. Donc, j'invite Mme Gaëtane Grenier à venir nous dire quelques mots. Bonsoir. Moi, je me présente ce soir parce que je dois de rendre hommage à la STM et au transport adapté. Je fais un hommage officiel pour tout ce que j'ai obtenu. Je vais lire, vous allez voir, vous allez comprendre. Maintenant, Monsieur le Président, j'ai un document pour chacun des administrateurs. Vous allez pouvoir le remettre au secrétariat. Il va être distribué ensuite à tous les administrateurs, soyez-en assurés. Donc, c'est un hommage. Un hommage, bon. Oui. Vers 1994-1995, on peut dire que j'ai débuté ma carrière, c'est une carrière que j'ai débutée en transport adapté, puisque depuis, j'ai accumulé 18 années d'expérience dans le domaine. J'ai 18 années dans le transport adapté. Bien, je me dois vous rendre hommage, vous autres. Au début, je prenais le transport adapté en fauteuil roulant. Grâce à ce service dont j'ai bénéficié pour me rendre dans les centres de réadaptation et dans les piscines de Montréal, il m'a été possible de faire des exercices régulièrement et d'abandonner enfin le fauteuil roulant. Pour ces transports m'ont permis d'améliorer, c'est de la misère. Allez, prenez votre temps, madame. Vous êtes émue? C'est parce que c'est difficile. Écoute donc, je suis en fauteuil roulant, là, je marche grâce à vous autres. C'est quelque chose à dire. C'est quelque chose. On vous a aidé. C'est quelque chose. Tous ces transports m'ont permis d'améliorer, de maintenir ma qualité de vie. Aussi, je rends hommage à la STN et au service de transport adapté pour l'aide précieuse que j'ai reçue. Le crédit de ma réussite exemplaire revient à vous autres et au transport adapté. Bon. Ça, c'est vous autres. C'est phénoménal, n'est-ce pas? Oui. Bien, merci beaucoup, madame, pour vous. Est-ce que vous avez terminé? Je vous aime beaucoup. Bon. Regardez, Mme Grenier. Madame Porret va aller prendre le document. On a vos coordonnées, je crois. Est-ce qu'on a vos coordonnées? Oui. Donc, si vous le permettez, madame, si vous le permettez, on verra peut-être avec M. Devon, on discutera, mais ça nous touche. Et, donc, on verra peut-être à diffuser votre texte auprès du transport. OK.
M. Devin vient de me faire part de quelque chose, fait que je vais lui demander de prendre la parole. Mais merci beaucoup, madame, parce que vous savez, au transport adapté, on a travaillé très fort depuis plusieurs années. Puis ce soir, il y a plusieurs gestionnaires. Et il y en a une qui mérite ça, entre autres, c'est Liette Vinet. Liette, lève-toi donc, parce qu'elle prend sa retraite, puis elle nous a fait tout un job au transport adapté. Bravo. Bon, bien, Madame Grenier, vous nous avez... on a tout un peu les boules, ouais, comme on dit. Bon, c'est bon. Je vais inviter la deuxième intervenant, M. Kamal Chouari. Oui, bonjour, monsieur. Donc, M. Chouari, on va vous aider, on va vous prêter le micro. Vous avez donc 2 questions à nous poser. Oui, et puis une troisième entre parenthèses que j'avais passée la dernière minute. Donc, pour ce qui a trait au transport adapté, j'ai jamais eu de problème. Donc, c'est toujours pas... Enfin, je dirais, à part que des fois, il y a des petits temps d'attente, mais c'est pas méchant. Là, je voudrais revenir sur le... Comment on appelle ça? Le transport en commun. Régulier. Régulier, voilà. Donc, il y a les nouveaux bus qui sont le 29 000 et le 30 000. Les nouveaux, ceux qui ont la rampe à l'avant. Donc, j'ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un, j'ai exposé un cas. C'est-à-dire que les rampes à l'avant font à peu près 5 pieds. Quand j'essaie d'accéder, généralement, les bus, quand ils s'arrêtent juste devant la vitre du planibus, de l'abribus. Et quand la rampe se déploie, impossible d'accéder. Si le chauffeur avance un peu plus loin, impossible d'accéder parce qu'il y a le poteau qui signale l'arrêt, ou bien des corbeilles à papier, etc. Donc, c'est un second problème. Le troisième problème dans ces bus, c'est que c'est un bus que je trouve très très bien, mais pas durant les heures de pointe. Moi, je prends beaucoup ce bus durant du printemps jusqu'à l'hiver, c'est-à-dire la mi-hiver, parce qu'après ça, on ne peut plus les prendre. Le transport adapté, c'est l'hiver, lorsque je vais au gym, tout ça, pour m'entraîner, etc. J'en prends le transport adapté, ou bien quand je m'en vais en famille. Mais durant la période normale, c'est-à-dire qu'il y a du mois de mars à peu près novembre, mi-décembre, je rencontre assez de problèmes avec les bus. Surtout, bon, cela, c'est lorsqu'il y a les heures de pointe. Là, c'est catastrophique parce qu'on essaie d'accéder, tout le monde est devant. Les gens ne se tassent pas, donc je suis obligé d'entendre soit le deuxième bus, soit le troisième bus. Je ne veux pas faire appel au transport adapté parce que je veux profiter de cette liberté-là, de pouvoir me déplacer tout seul sans avoir affaire au transport. Quand je le peux. Mais si je ne le peux pas, c'est sûr que je prends le transport adapté. Donc ça, c'est le premier point. Le second, oui. J'avais fait, durant ces périodes-là, il y a au moins 3-4 bus qui ne fonctionnent pas. Donc, je paye une passe de $70 et quelques. Ce n'est pas un problème. On entend que j'ai le service. Mais si je n'ai pas le service... Je trouve dommage de payer une passe et que je n'ai pas de service durant le mois. Je fais plusieurs plaintes. Le CO fait une plainte. Le chauffeur appelle le CO. Le CO, après 3 plaintes, vient pour voir quelle est la situation. Des fois, quand c'est possible, bien sûr, je continue mon chemin tout seul. J'ai fait une plainte que Mme Sylvie Tremblay a reçue. On s'est parlé au téléphone, M. Chouari Kamal, concernant un remboursement de 2 passes de bus que je vous avais faites. Non, c'est Mme Sylvie Paquette. Ah, Sylvie Paquette, excusez, parce que j'ai entendu juridique, oui, que ça m'a fait... C'est juridique. Voilà, excusez-moi. Je ne connais pas le détail. Là, non. Donc, on m'avait dit, OK, il n'y a pas de problème, on va résoudre. Mais ça fait 1 année et jusqu'à présent, personne ne m'a appelé. Okay. Pour me donner qu'est-ce qu'il y a lieu. La troisième chose que je voudrais juste exposer, quand on perd la passe de bus, oui. La carte opus. La carte opus, on nous demande de nous déplacer. Y aurait-il pas un moyen de faire autrement que cela, que d'aller se déplacer, par exemple, métro Berry? Je ne peux pas descendre dans le métro Berry. Je ne peux pas descendre dans le métro Jean Talon. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tiens, ma passe, prends $6, va me chercher. C'est pas possible. Y a-t-il pas une solution pour voir comment on peut faire pour, si une carte se perd, comment la recevoir ou n'importe quelle façon, puisqu'on l'inscrit déjà. Moi, je l'inscris. On me dit, pour l'inscrire, il faut que tu ailles au métro Berry. Écoutez. Vous êtes déjà inscrit, comme vous dites. Oui, bien, c'est ça. Au moins, s'inscrire une fois. Et puis là, trouver la solution, comment nous la renvoyer sans qu'on ait à se déplacer pour aller la chercher. Merci bien. Vous avez fait à la fois des commentaires et des questions. Donc, vous savez, on a une partie de notre flotte de bus
qui est à rampe latérale, puis d'autres avec une rampe avant. Les rampes latérales nous posent un certain nombre de difficultés. Et c'est pour ça qu'on est passé à des bus qui ont une plateforme avant à bascule. Là, vous faites remarquer que lors de l'arrêt, la position du chauffeur, s'il est trop près de l'abribus du poteau, ça, c'est un travail qui est à faire. Donc, c'est une remarque sur où la chauffeur arrête et l'aménagement autour de l'arrêt. Et donc, vous dites que vous vivez des situations fréquentes de ça. Je vais répondre en bloc, puis vous aurez un retour. Okay. Ça, on a pris note. Donc, mars à mi-décembre, quant au fait que les bus, il y a beaucoup de gens à l'intérieur et que vous avez de la difficulté, puis il y a, j'utilise le mot incivilité, c'est pas tout à fait ça, mais manque de courtoisie pour vous laisser accéder à la zone où il y a les strapontins ou à la zone où vous pouvez installer votre fauteuil. On mène une campagne à l'heure actuelle d'information publique, là, auprès du public pour être plus courtois, pas avoir de sac à dos et sur ces dossiers-là. J'avoue qu'il y a du travail à faire. Ça, c'est vrai. Moi, je l'ai vu dans un bus, c'est-à-dire qu'il y a un fauteuil roulant et puis tout le monde est en avant. Et puis de faire accéder correctement le fauteuil à sa position, les gens, ils ne s'y prêtent pas de bonne grâce. Ça, c'est un travail d'éducation de la population en général. Et les chauffeurs interviennent, mais deuxième point. Puis le troisième, vous allez pouvoir intervenir. Pour la carte, tout d'abord, à Berry, on peut y accéder maintenant entre l'entrée qui est au sud de l'intersection sud-est de Saint-Denis, Maisonneuve. Il y a une entrée pour l'ascenseur qui nous amène au premier niveau où vous avez accès. Ça, d'abord, ça se fait maintenant en ascenseur. Mais vous faites là part d'une bonne remarque. On va en tenir compte à partir du moment où vous avez la carte, qu'elle est enregistrée, que c'est plus complexe pour vous. Il doit y avoir d'autres façons. Surtout pour aller de Saint-Léonard jusqu'à Berry. Oui, tout à fait. Juste pour... non. Exact. Et on travaille sur, présentement, vous avez peut-être vu dans le journal 24 heures aujourd'hui, sur ce qu'on appelle les recharges à distance, qui vont permettre, à partir de son ordinateur à la maison, de prendre les titres. Oui, il y a un projet pilote là, qui va sur la recharge à distance. Donc, je vous donne en gros, donc la remarque que vous faites quant au positionnement, lorsque le chauffeur arrête, on en tient compte. Il y a du travail avec les arrondissements également qu'il faut faire pour que tout ça se déploie correctement. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, quant à la période de pointe, la campagne qu'on mène. La troisième, on va vous revenir là-dessus parce qu'on fait un suivi au conseil. Quant aux demandes que vous avez faites au service juridique, Mme Tremblay est au courant, sans être au courant des détails, puisqu'elle vous a nommé le bon nom de la bonne personne qui vous avait parlé. Quand il y a 9000 employés, c'est bon. Ce qui fait qu'on va vous assurer un suivi spécifiquement sur ça. D'accord? Okay. Parce que toutes les questions posées au conseil font l'objet d'un suivi directement aux membres du conseil et aux clients. Est-ce que vous avez quelque chose en complément? Juste pour conclure, oui. Voilà. Comme je disais, de Mme Sylvie Paquette, oui. c'est passé à une personne qui m'a contacté. Et de cette personne, c'est passé à une personne. Donc, ça a été, oui, on a rouvert, mais ça fait quand même une année. Ce que j'ai remarqué, une chose qui s'est peut-être améliorée dans le transport en commun, là, public, c'est qu'avant, il y avait « Veuillez céder le truc, là, un truc jaune ». Mais maintenant, non, ça dit plus, cette place est réservée. Donc, les gens se lèvent automatiquement. Okay. Il n'y a plus comme avant, c'était comme une sorte, si je veux, c'est question de civisme. Je veux laisser ou je ne veux pas laisser. Maintenant, la pancarte, c'est ce que j'avais dit il y a bien longtemps. Il faut que, écoute, il faut que ça cesse. Et plus affirmative. Maintenant, dès qu'on arrive, les gens, tu te lèves, ça c'est automatique. Mais avant, non. Quand il y avait le petit truc jaune, là, c'était comme si tu veux ou tu ne veux pas. Là, tu te lèves et c'est correct. Fait que je vous remercie beaucoup, M. Chouari, d'être venu ce soir, de nous avoir fait part de ces commentaires, ces questions. Soyez assurés qu'il va y avoir suivi par la direction. Je vous remercie aussi. Merci. Au revoir. Je vais inviter M. Claude Sabat. Est-ce que je prononce correctement, M. Sabat? Oui. Monsieur, je me disais aussi, parce qu'il me semble que le visage de M. Sabat est familier, puis quand vous vous êtes avancé, allez-y, M. Sabat, pour votre... Je vais vous laisser prendre. J'aimerais juste remercier toute l'équipe de transport adapté, chauffeur d'autobus, chauffeur de taxi accessible, pour le travail qu'ils font, c'est fantastique.
Bon. C'est tout. Merci. Short and sweet. Monsieur Saba, j'apprécierais énormément votre intervention. D'habitude, les gens viennent quand il y a une plainte ou une question où ils ne peuvent pas trouver une information. C'est rare d'entendre dans le même soir un hommage qui vient de Mme Grenier et la même chose qui vient de vous. On s'engage de passer le message à l'équipe de transport adapté. Mais moi, je ne marche pas encore. Je marche chez moi. Bon, écoutez, dans le domaine des miracles, on a peut-être donné, en même temps que le transport adapté, on voit bien que c'est très précieux pour les gens et que des gens comme vous, M. Chouari, soient venus également pour nous faire part de commentaires pour l'améliorer. C'est positif. C'est comme ça. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est comme ça qu'on les accueille quand c'est fait avec politesse et puis c'est très précis. On a un bon transport. Bon. Monsieur Michel, merci, Monsieur Sabat. Je vais inviter Monsieur Michel Martel qui a 2 questions. Association des résidents du Faubourg concernant la ligne verte qui traverse l'arrondissement Ville-Marie. Et deuxièmement, une question concernant les poubelles dans le métro. Donc, première, concernant la ligne verte du métro qui traverse l'arrondissement Ville-Marie. Bonsoir, le conseil. Bonsoir, M. Martel. Premièrement, je vais m'excuser d'avance parce que je suis plus, malgré mon nom, je suis plus un anglophone. Donc, j'espère de ne pas trop massacrer votre belle langue. Non. Non, c'est parfait. Je suis choisi à vivre ici, puis c'était un choix que je ne regrette pas. Alors, donc, premièrement, je vais parler dans mon nom personnel, puis je vais après parler comme vice-président d'une association de résidents des Faubourgs. Des Faubourgs, vous savez, c'est le nom qu'on donne à ce qui était mal nommé autrefois Centre-Sud, qui était traditionnellement Saint-Jacques, Sainte-Marie, mais Ville-Marie maintenant inclut Peter McGill, c'est Saint-Jacques et Sainte-Marie après. Donc, dans le nom personnel, moi, j'habite le quartier Ville-Marie. Je travaille le quartier Ville-Marie. J'ai toujours voulu faire ça, être à mesure d'être proche à mon travail. Je travaille dans une CLSC. Je suis auxiliaire familial et social. J'œuvre dans le CLSC en plein centre-ville, CLSC Métro. Alors donc, où est-ce que c'est fermé présentement, la fameuse sortie Sainte-Mathieu? Pas de problème pour moi, c'est pour une bonne cause et je trouve ça formidable. Je dois dire, depuis que je suis arrivé ici en 1982, moi, j'étais toujours, et je reste encore très fier d'être Montréalais et très fier d'avoir un système de commun aussi intéressant que le nôtre. Ça, c'est clair, net et précis. Mais avec les années, là, je me sens un peu comme mouton noir, là, ce soir. Oui, félicitations pour les prix qui étaient gagnés, d'ailleurs, monsieur et madame, là. Bien mérité, j'en suis convaincu. Mais je vis depuis des années certaines frustrations. J'aimerais vous faire part de mes frustrations. Je vais commencer avec le plus simple et on va aller au plus complexe. Quand on sort le métro, on parle de STM normal, le métro, moi je fonctionne sur la ligne verte. Je prends le métro 5 à 6 fois par jour entre la station Atwater et Frontenac dans le cours de mon travail. À chaque fois qu'on essaie, de plus en plus, le métro est chargé, et c'est bien. Alors, quand on essaie de sortir de le métro, c'est quasi impossible. Manque de civisme, manque d'éducation, manque de savoir-vivre, whatever. Alors, on voit que vous avez déployé certains efforts. Je fais remarque le métro McGill, où ils ont mis des affaires à terre. La plupart des gens dont je parle avec ne savent pas de quoi ça fait. Et la plupart du temps aussi, à cause des machines de nettoyage, ça se décolle. Moi, petite suggestion, là, pour les nouvelles voitures, wagons, des petites lignes et à côté, écrit dans une couleur, restez à l'extérieur de ces lignes jusqu'à les gens débarquent. Je ne sais pas pourquoi les gens ils sont énervés. Souvent, des gens ne connaissent pas notre métro. Ils ne savent pas que les portes restent ouvertes assez longtemps pour débarquer et embarquer. Ils paniquent, puis ils essaient d'entrer. Puis ça exagère le problème de courtoisie et de toute autre chose. Deuxièmement, alors ça, c'est juste une petite suggestion qui serait peut-être plus efficace que regarder en bas. Moi, je remarque
un système de métro maintenant de plus en plus sale. C'est la ligne verte. Alors, moi, je prends le métro à 7h30 le matin, je reviens vers 4h30 le soir. C'est épouvantable à quel point c'est sale dans les stations. Ça me décourage beaucoup parce que je suis très fier d'un système de transport. Vous avez enlevé, quelqu'un a pris une décision d'enlever les systèmes, les bacs de poubelle. J'ai appelé l'STM, j'ai fait mon devoir et j'ai voulu savoir le pourquoi. Bien sûr, j'ai eu l'explication de le pourquoi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas s'il y a moyen de vous faire revenir sur ça, mais je vous donne un très bon exemple. La plupart des gens dans une société à consommateurs, la minute qu'ils consomment, ils ne veulent rien plus savoir de ce qu'ils ont dans leurs mains. Vous savez, tant qu'à moi, c'est plate à dire. Alors, dernièrement, moi-même, je vais tenir un journal dans mes mains jusqu'à 2000 pour jeter ou de le mettre dans un recyclage. Mais dernièrement, j'ai eu une méchante grippe et j'ai passé au travers une boîte de Kleenex quasiment dans 1 heure. Et c'est déplaisant, après vous moucher, de tenir le Kleenex dans vos mains, hein, et de le mettre dans vos poches ou dans votre sac. Alors là, à ce moment-là, je me suis dit, ça serait donc fun d'avoir, quand je sors de mes 6 déplacements par jour, une place à jeter ça, au lieu de la terre. Donc moi, je constate, depuis l'arrivée des 2 journaux, superbe, c'était un des moments où le poubelle a augmenté dans le métro d'une façon fantastique. Deuxièmement, après les enlèvements des poubelles, moi, j'aimerais bien revoir. Je pense que c'est important d'avoir le recyclage, mais c'est important aussi d'avoir du vrai poubelle. OK. Et une petite suggestion par rapport à ça, j'aimerais bien voir une campagne. J'entends les gens utilisent le système de PA, là, adresse publique. J'entends les chauffeurs dire « bonne journée », les messages, c'est cute, là, mais j'aimerais bien voir un genre de campagne. Écoutez, soyez différents, soyez responsables, vos poubelles, comme vos journaux vous appartiennent, pouvez-vous en disposer proprement. Recyclage aux poubelles. OK. Là, M. Martel, dans le fond, vous nous faites part de votre expérience quotidienne dans le métro. Pour la ligne verte, là, on a présentement effectivement des lignes au sol qui ont été placées. Nos données que nous avons actuellement, c'est que ça donne un certain nombre de résultats. Nous avons ajouté des agents sur les quais parce que la ligne verte, il y a beaucoup de monde et c'est sur la ligne verte spécifiquement, donc des agents à certaines stations pour faire la gestion de foule, tout particulièrement en heure de pointe. On a fait l'expérience de timbres sonores pour la fermeture des portes, donc de façon à gérer les foules. Là, vous nous faites part que peut-être que les gens ne savent pas tout à fait à quoi servent les lignes. On prend compte de cette remarque-là et on est en expérimentation là, dans le cas du projet pilote. C'est toute une sonnerie de cellulaire, ça. Bon, donc, je vous fais part. Le deuxième, quant à l'effet que c'est plus sale, écoutez, pour moi qui l'emprunte, M. Rentrand, ce n'est pas notre expérience, mais on redouble d'ardeur. Écoutez, on a tout... Mais dans le fond, ce que vous amenez, là, c'est toute la question de comportement. Et on fait beaucoup de campagnes comportementales depuis les 3 dernières années. Et quand on a décidé de faire l'expérience d'enlever les poubelles pour les amener là-bas, c'est pas par hasard. On se compare, nous, à travers la planète avec d'autres métros. Et l'expérience a été concluante, d'ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, on va porter attention là, à ce que vous dites entre Frontenac puis Atwater. On va faire des vérifications plus fréquentes pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Y a-t-il un problème particulier? Et quand on regarde la propreté, nos sondages nous démontrent le contraire. Bien, je vais le faire vérifier quand même. On regarde la satisfaction dans le métro, que ce soit au niveau des changeurs, de la propreté, sont en augmentation. Là, et on mesure ça tous les mois.
Ce qu'on va faire, on va mesurer plus particulièrement ce secteur-là, puis on va recommuniquer avec vous pour vous donner l'information à ce moment-là pour faire le suivi. Merci. Deuxième. Monsieur Martel, deux, trois choses. Premièrement, je vous félicite pour la qualité de votre français. Je pense que vous parlez mieux que moi et je suis né ici. Deuxièmement, je suis président du comité service à la clientèle à la STM, dont je regarde souvent les plaintes qui arrivent et la réaction de la clientèle qu'on pose des gestes. Dans le cas que vous avez mentionné sur la salubrité, on va faire une décision pour regrouper les poubelles, le recyclage, parce qu'on pense que c'est plus compréhensible, plus facile pour la clientèle et ça résout quelques problèmes sur les quais. Je connais la ligne verte moins que la ligne orange qu'ils utilisent tout le temps. Mais ce que j'entends de la clientèle, la majorité des gens semblent être d'accord avec ces gestes. Ils disent oui, déjà, selon eux, c'est plus propre que c'était avant et facile à comprendre pourquoi tout est regroupé dans le même endroit. Monsieur le directeur général s'engage de regarder le tronçon Atwater-Frontenac pour voir s'il y a un problème particulier. Mais à mon avis, le geste a réussi et s'inscrit dans les meilleures pratiques utilisées ailleurs. Notre pratique avant d'avoir les poubelles sur le quai, ce n'était pas la pratique dans la majorité des réseaux de métro au monde. Pour les poubelles, d'ailleurs, c'est un projet pilote qui est, il n'est pas terminé jusqu'en novembre. À date, je vous dirais que c'est une décision de la haute direction et du conseil. Le conseil est bien sûr au courant, donc ce n'est pas quelqu'un. Ça avait été réfléchi. L'expérience, à l'heure actuelle, est plus concluante que moins. Donc, est-ce qu'on peut revenir de l'arrière toujours? C'est ça, une expérience pilote. Il faut faire le bilan sur une période assez longue. Est-ce qu'il y a plus de journaux dans les tunnels, sur les quais, tasses à café, mouchoirs de gens qui ont la grippe et qui passent à travers une boîte de Kleenex en 1 heure? Fait que donc, on va regarder ça puis faire une évaluation complète. En complément? Oui. C'était, enfin, j'espère que je n'ai pas besoin d'être politiquement correct ici. Là. Non. Je peux parler comme un citoyen normal. La plupart des employés que je parle avec, parce que comme je dis, je me déplace 6 fois par jour et ça depuis 27 ans. C'est beaucoup. Oui. Je vois beaucoup de détérioration au point de vue de saleté. Okay. La plupart de vos employés ne sont pas du tout d'accord avec le discours que vous avez ici. Okay. Juste pour vous dire. La dernière intervention que j'ai eue, c'était comme vice-président d'une association de résidents maintenant. Moi, j'ai eu une gifle pas pour près dans un conseil d'arrondissement de la maire même de Montréal face à le fameux dossier de cohabitation. Vous savez de ce que je veux dire par rapport à le nombre des itinérantes de plus en plus dans nos métros qui semblent de dormir là. Je compte 6 à 8 par jour à mon déplacement juste pour aller au travail le matin. Alors, moi, j'ai un peu de malaise avec ça. J'ai demandé des employés, des polices, des sécurités. Ils ont dit que le maire de Montréal a fait une politique avec l'STM, que la cohabitation est prônée dans le métro pour les itinérantes. Tant longtemps que j'ai l'empathie et la sympathie pour les itinérantes, je travaille dans une CLSC, je trouve que c'est une politique un peu dangereuse. On a vu les résultats de ça dernièrement, là, malheureusement. Et je trouve que jeter les poubelles à les gens qui ont foi, jeter les sleeping à les gens qui ont foi comme politique de remplacer des habitations, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ce que je veux savoir, est-ce que c'est une politique claire de la part de la Ville de Montréal, l'administration, la fameuse cohabitation? Parce que quand j'ai mentionné ça dans un conseil d'arrondissement, j'ai réussi une gifle verbale de le maire de Montréal par rapport à mon attitude et qu'il n'y en avait aucunement une politique de cohabitation présente. Non. Je vais demander, parce que M. Devin connaît bien le dossier, il a déjà répondu à une intervention sur cette question-là et la Ville travaille conjointement avec la STM et donc, M. Devin. Dans le fond, encore une fois, nous, vous savez, on a 1 300 000 personnes dans notre réseau à tous les jours. Okay? Et je me plais souvent à dire au conseil que s'il arrive 5 d'événements par jour, là, vous me parlez de 5-8 itinérants, ça veut dire qu'il arrive à peu près... Combien?
Non, mais vous dites, dans votre, dans votre trajet, vous voyez 5 Des gens couchés sur les bancs. Mais il y a à peu près 60 000 événements qui arrivent dans une journée. Donc, à la STM, depuis 20 ans que je suis ici, on a fait des projets pilotes. Le premier projet pilote qu'on a fait il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, c'est un peu une attitude un peu plus à droite, c'est-à-dire, on ne tolérera pas ça pour la clientèle, on va sortir les itinérants, on va donner des billets de contravention, etc. Puis la seule chose qu'on a fait, puis je vous rappelle que nous, on est la Société de transport de la Ville de Montréal, donc la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé le problème ailleurs, puis on n'avait pas réglé le problème. Depuis 2007, c'est le service de la police de la Ville de Montréal qui est responsable maintenant de la sécurité. Donc, nos équipes de métro, en collaboration avec eux, ont des projets pilotes actuellement avec des maisons d'hébergement pour faire de la sensibilisation, pour aider ces personnes-là. Et l'idée, c'est de voir comment on peut les aider. La bonne nouvelle, c'est que ça va mieux que ça allait. Mais évidemment, vous avez encore des itinérants qui ont un comportement en tout cas pour le moins discutable, avec des comportements d'hygiène non acceptables. Et dans ces cas-là, on est intolérant, on va intervenir. Quant à l'incident que vous faites mention, évidemment, c'est confidentiel, c'est sous enquête, la mort de cette personne-là. Et c'est un dossier qui sera dévoilé, j'imagine, à un moment donné, là, quand ça passera suite aux enquêtes. Et le mot d'ordre que nous, on a passé à nos équipes, c'est pas d'être tolérant, puis c'est pas le maire de Montréal qui nous a dit tolérer les itinérants, c'est de voir comment on peut travailler avec la communauté pour aider ces personnes-là à réintégrer la vie communautaire. Mais évidemment, je ne sais pas, je ne me rappelle pas du nombre d'itinérants que nous avons à Montréal, je pense que c'est plusieurs milliers de personnes, là. Donc, entre 20 et 30 000 dans la ville de Montréal. C'est un peu normal que quand il a fait, là, en plus, cette année, nous avons eu un hiver assez doux, là. Oui. Donc, c'est un peu normal que le matin, là, évidemment, ils cherchent un endroit. Et nous, ce qu'on donne comme mot d'ordre à nos gens, c'est tant et aussi longtemps qu'ils ne dérangent pas la clientèle et qu'ils ont un comportement civilisé. Mais l'idée, c'est de les aider, d'avoir les intervenants sociaux, d'avoir les maisons qui vont venir les rencontrer pour leur donner un coup de main pour se réhabiliter dans la société. D'accord. Je ne prendrai pas plus de temps, merci. Merci beaucoup, M. Martel. J'ai M. Leonardo Sa au sujet du poste de ventilation au coin des rues Champlain-Logan. Des gens du quartier étaient venus. Oui, vous étiez la dernière fois présent. Oui, allez-y. Oui, je me présente. Je représente un groupe de citoyens du secteur des rues Champlain-Logan. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire encore une fois, même s'il y a des gens qui sont présents et ne connaissent pas, mais c'est un peu résumé déjà dans le compte rendu de la dernière assemblée. Mais donc, je suis ici aujourd'hui surtout parce que j'aimerais vous raconter le suivi qu'on a eu par rapport à nos questions, et on n'a eu aucun suivi. Vous avez parlé un peu des questions de confiance dans ce dossier parce que nous avons exprimé qu'on ne sentait vraiment aucune confiance de la part de la STM. Et pour l'instant, rien n'a changé. Vous avez dit que vous auriez rencontré quelqu'un qui était ici aussi. Et j'ai parlé à M. Séguin, il a dit que jusqu'hier, il n'avait pas été contacté. Et M. Blanchet aussi nous avait dit qu'il allait étudier le dossier, surtout par rapport aux informations qu'on avait données, qu'on trouvait très contradictoires. Mais même, il avait mentionné que c'était un petit bout qui lui échappait, mais personne ne nous a contactés non plus. Okay. Donc, je reviens ici parce que j'aimerais savoir si vous avez trouvé un peu de réponse, surtout pourquoi c'est notre terrain qui a été choisi. Et... Oui, je vais pas... Oui. Donc, ça va être très simple. Pour ce qui est de la réponse que M. Blanchet avait donnée, effectivement, au comité que préside M. Blanchet du maintien des infrastructures, le dossier a été abordé. M. Blanchet l'a présentement entre les mains. Pour ce qui est des informations que nous avions données à M. Tout particulièrement M. Séguin, quant à l'élaboration d'une politique de consultation qui est faite par la secrétaire générale de la corporation, c'est en train d'être élaboré. Il y aura 2 comités du conseil qui vont aborder cette question-là. Nous avions une réunion de travail aujourd'hui et donc on a pris contact avec M. Séguin aujourd'hui à ce sujet-là pour lui dire la suite des choses.
Quand on termine le conseil, nous, c'est les équipes après, puis on se revoit. Donc, ça a été fait aujourd'hui dans le courant de la journée. On va voir M. Séguin sur des questions de... il y a une expérience publique. Donc, ce qu'on est en train de regarder avec la Ville, c'est est-ce que les protocoles que nous sommes en train de nous donner pour les consultations ultérieures que nous devrons faire tiennent la route. Quant au dernier point, c'est que nous ne retournerons pas devant les citoyens tant que nous n'aurons pas le processus formel de consultation et tant que nous n'aurons pas des réponses à des questions que les citoyens avaient posées. Et nous ne les avions pas la semaine dernière et nous ne les avons toujours pas. Donc, il y aura réinterpellation des citoyens avec un nouveau protocole de consultation et avec des réponses aux questions qui avaient été posées. On trouvait complètement inutile de réunir des gens, de dire, vous nous aviez posé 5, 8, 10 questions et on n'a pas de réponse. Les gens auraient dit, bien, qu'est-ce que... Parce que des fois, les réponses prennent plus de temps que moins. Et concernant ce dossier-là, on y accorde toute l'attention qu'il faut. Et M. Blanchet, son comité de maintien des actifs a ça entre les mains. Le comité de gouvernance de la STM a également ça. Il y aura rencontre ultérieurement. On a fait le plus diligemment qu'on pouvait dans les derniers 25 jours. Oui, c'est juste drôle parce qu'il prend quelqu'un qui vient ici pour apprendre cela. Je voulais juste voir si j'ai bien compris. Donc, on ne sait pas encore pourquoi c'est le terrain du parc qui a été choisi ou pourquoi les chiffres qui nous ont été donnés étaient des chiffres qui ont... Je ne répondrai pas à ces questions-là ce soir. Quand on va rencontrer les citoyens dans un processus qui aurait été formalisé tel que l'article de la loi 30 nous y oblige, nous aurons les réponses aux questions. Donc, ça ne sert pas à rien de venir ici le mois prochain poser la même question. Si vous posez la même question, je m'étonnerais beaucoup qu'on ait les réponses à ces questions-là en ce moment. C'est très bien. Bien, merci beaucoup de votre présence. Bonne soirée. Au revoir. Je vais inviter M. Alain Tremblay qui a 2 questions. Merci. Bonsoir, M. le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers. Ma question principale, ça a rapport avec les feuilles de trajet qui sont transmises aux chauffeurs pour qu'ils expliquent qui donnent l'identité de la personne, là, moi en l'occurrence, avec le trajet, puis l'adresse, puis dans la même occasion, il y a aussi des notes pour que ce soit ils sont nés ambulants ou non. Dans mon cas, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y avait des notes qui disaient que je devais payer double tarif. Je ne sais pas par quelle opération ça s'est fait. J'en ai parlé tout à l'heure avec un de vos coordinateurs tout à l'heure, c'est que j'ai donné un peu plus de détails. Mais la réaction que j'en ai eue quand un des chauffeurs que je connaissais un peu plus m'a fait part de la situation, c'est que par réaction à ça, ça amenait les chauffeurs à me demander de payer un extra en plus de la carte Opus 3 pour le transport interrive, vu que je réside à Montréal et je travaille à Laval. Okay. C'est pas un défaut en soi, mais par bout, là, ça devient tannant d'avoir à m'expliquer à mesure que ces situations-là se produisent. Fait que là, vous avez le premier point. Est-ce qu'on a à M. Devin, c'est une question très spécifique, oui? Oui. Alors, bonsoir, M. Tremblay, Liette Vinet du transport adapté. En fait, on parle ici d'un déplacement métropolitain, donc entre Montréal et Laval. Et là, c'est une grille tarifaire métropolitaine qui s'applique. Pour le comptant, c'est un double paiement. Et pour la carte Opus, elle peut être chargée de titre métropolitain. Et dans ce cas-là, le chauffeur de taxi devrait donc vous demander soit tarif comptant ou soit un tarif métropolitain sur votre carte Opus. J'en conviens tout à fait, sauf que j'ai déjà payé 117$ par mois, là, genre depuis le mois de janvier. Je pense que j'ai fait mon effort du transport métropolitain à l'intérieur de la zone où je me rends de la résidence au travail. Je n'ai pas besoin de payer un en fait, juste pour complément d'information, si vous avez le titre chargé sur votre carte Opus, le chauffeur de taxi devrait évidemment l'accepter.
Peut-être que, bon, on a quand même informé, on vient de faire une formation sur l'ensemble du processus auprès de près de 850 chauffeurs de taxi. On a aussi fourni une grille tarifaire pour bien informer nos chauffeurs. Alors, je comprends que, bon, il y a encore peut-être un manque au niveau de la compréhension de certains chauffeurs de taxi. On va s'assurer de redonner de l'information à ce niveau-là pour que votre situation soit réglée. Pour mon information, Mme Millette, si jamais ça arrive et que la personne devait charger double, cette personne-là peut contacter avec vous? Tout à fait. OK. Oui. OK, bon. Mais de toute façon, j'ai déjà les copies des reçus quand je vais à la pharmacie Jean Coutu, dans ce cas-là, que ça indique clairement que c'est Opus Zone 3. Vous avez payé 117 conséquemment, si on vous a chargé, il y a moyen d'obtenir. C'est bon. C'est ça. Puis de toute façon, je l'ai fourni pour mes impôts. Je n'ai pas le choix. Je travaille 5 jours semaine. Je n'ai pas le choix. Deuxième question. La deuxième question, ça a rapport aussi avec les messages qui sont inscrits sur les feuilles. C'est que de plus en plus souvent, il y a des modifications qui sont faites pour le transport, pour me rendre au travail à Place Laval. J'avais donné des indications par le passé pour indiquer géographiquement le point de chute pour l'aller ou le point d'extraction pour le retour, pour que ce soit facilement compréhensible. Les modifications sont faites de façon à ce que Place Laval, où je travaille, devienne rue Laval, avec la différence que vous imaginez. Puis en plus, avec les GPS qui ne sont pas nécessairement à jour pour tout le monde, je deviens un peu votre guide touristique par défaut. Parce que je ne voudrais pas arriver cogner chez une infortunée résidente pour dire que je vais travailler chez elle à 8h30 le matin. Okay. Donc, c'est un petit peu tendance aussi. OK. Fait que donc, là, vous faites part du fait que ce qui a été répertorié, on va demander. Alors, Monsieur Tremblay, on m'entend? Oui. Donc, pour des adresses autant à Laval, en Longueuil ou pour des déplacements métropolitains, parfois les adresses ne sont pas très nettes et ça impacte donc les déplacements de nos clients. Alors, on va s'assurer, et on fait ça régulièrement, de contacter la STL à Laval pour bien identifier l'adresse pour vous éviter d'être un guide touristique pour les chauffeurs. Là. Alors, on a vos coordonnées, on va regarder tout ça avec vous, puis on va régler ça. Oui, de toute façon, dans le passé, je suis venu ici pour expliquer la chose à vos coordonnateurs, lesquels sont venus sur les lieux du travail puis ont installé un pictogramme de la STM au même endroit où j'avais vu des personnes handicapées débarquer via des autobus de la STL. Donc, c'est un point de débarquement qui était admis, dans le fond, par bien des gens pour éviter que j'aille à courir après les chauffeurs dans les 4 différentes tours de Place Laval. Des fois, c'est le fun, là, mais pas tout le temps. Dans la rubrique commentaires, là, peut-être faire un petit bout de félicitations pour le suivi des plaintes, parce que, comme disait M. Rontran, c'est plus facile de se plaindre que de donner des félicitations. Mais dans mon cas, j'essaie d'amener des pistes de solutions pour éviter que le problème se reproduise. Okay. Donc, merci beaucoup, M. Tremblay. D'ici quelques années, on va seulement donner longitude, latitude comme... Non, pas sûr. Madame Christelle Labrec-Dupuis, aucun lien de parenté. Non, il y a des liens de parenté entre tous les Labrec. Jean et Paul sont arrivés en 1657 à l'île d'Orléans. Oui, ils étaient 2 matelots qui sont devenus cultivateurs. Allez-y, madame. Merci. Les Labrec ont déménagé à Montréal quand? Ah, début des années, fin des années 50. Allez-y, madame Labrec-Dupuis. Bonsoir. Donc, bonsoir. Oui, je m'appelle Christelle Labrec-Dupuis. Donc, moi, je suis agent de concertation au RUTA, le regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal. Donc, ce soir, je viens vous parler des points de vente, donc l'accessibilité des points de vente, en fait. Ouais. D'abord, un petit écart, si on veut. Juste pour dire que on est content au RUTA que la recharge à distance soit
soit mise sur pied, que bientôt elle sera répandue, on l'espère, de plus en plus. Ça va aider justement à l'accessibilité de la recherche de la carte puce. Mais bon, évidemment, on sait qu'il y aura toujours des contraintes quand même à ce dossier-là. Donc, c'est pour ça que je viens parler des points de vente. Donc, d'abord, nous, au RUTA, on a fait un petit exercice. On a pris tous les points de vente sur le site de la STM qui étaient marqués d'un sigle accessible. On les a donc répertoriés sur une carte. Puis aussi, on a un peu fait l'analyse de tout ça. Puis je vous amène mes constats. Ensuite, j'aurai une petite question. Oui. Donc, d'abord, on s'est rendu compte qu'il y a, sur 400 points de vente, il y en a 127 qui sont accessibles, donc 31 Aussi, il y a 9 arrondissements ou villes liées qui n'ont aucun point de vente accessible. Sur votre site Internet aussi, il y a 2 points de vente qui sont dits accessibles, qui ne le sont pas parce qu'il y a des marches. On a fait la vérification. Okay. 2 sur les 127. Oui, quand même. OK. Ce qui est, il y a aussi certaines adresses qui sont répertoriées dans le mauvais arrondissement. Donc, quand on fait une recherche par arrondissement, ça peut poser certains problèmes. Aussi des adresses sur lesquelles on clique qui renvoient absolument pas au bon endroit sur la carte. Donc, ça, voilà, ça peut aussi causer problème. On a remarqué que l'ouest de l'île, en point de vente accessible, c'est relativement mal desservi. Il y a aussi certains arrondissements ou villes liées, dont Rosemont-Petite-Patrie, Saint-Léonard, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Plateau-Mont-Royal. Dans ceux-là, il y a certains endroits où il n'y a pas de point de vente accessible à 1 km à la ronde, ce qui est quand même... ça fait loin pour aller. 1 km à la ronde, c'est beaucoup, dans ton arrondissement, c'est beaucoup, Marvin. Ah non, non, non. Oui, allez-y, Mme Leverec. Donc voilà, ça fait un peu loin pour aller chercher un titre d'opus quand on veut un point de vente accessible. Et aussi, dans les points de vente qui ne sont pas dans les métros, on ne peut pas acheter de billets, des petites cartes magnétiques là, qui sont un seul passage. Puis ces titres-là sont acceptés au transport adapté. C'est quand même une certaine contradiction. Donc ça, c'est nos constats. D'ailleurs, j'ai un document avec mes constats et tout ça. Je vais pouvoir le remettre au secrétariat quand j'aurai terminé. Donc, à partir de ces constats-là, nous, au RUTA, on se demande si la STM compte augmenter le nombre de points de vente accessibles à Montréal. Voilà. C'est clair. Là, je regarde M. Devin et puis vous me posez la question, je n'ai pas de réponse. Si on a 400 points de vente, ça, je sais, pour les gens, les points de vente, ce n'est pas les stations de métro, ça peut être des dépanneurs, des pharmacies. En général, j'espère que les pharmacies sont plus accessibles que d'autres endroits. Là. Oui. Bon. Et puis, donc, présentement, on est à 31 d'accessibilité des 400 points de vente. L'Ouest n'est pas desservi. Il y a des arrondissements qui ne le sont pas du tout. Les villes liées, pas du tout. Et dans certains arrondissements centraux, on est à 1 km. Voilà. Et puis, on est en même temps, vous soulignez la recharge à distance. Est-ce que vous savez si des membres affiliés à vous, que vous connaissez, ont fait partie du projet pilote initial? Il y en a, mais très peu. Très peu. Oui. Nous avons une deuxième phase que nous votons ce soir pour accroître le nombre. Ça serait intéressant si vous pouviez solliciter de vos membres ou des partenaires, parce que nous nous en allons plus vers là. C'est-à-dire, nous nous en allons d'ici, si tout se déroule bien, là, on est à l'intérieur d'une année devant nous. Là. Je ne veux pas mettre la charrue devant les bœufs, mais on a une année de travail. Mais c'est une technologie qui va permettre justement aux membres et aux personnes à mobilité restreinte, réduite, d'avoir accès aux titres. Puis on travaille là-dessus. Donc, vous pourriez inviter les membres. Qu'est-ce qu'on prévoit? Augmenter les points de... L'objectif, dans le fond, de votre question est double. Bien, la première, c'est on va regarder votre inventaire, puis on va valider, puis on va vous travailler avec vous, là, parce qu'on ne réinventera pas de roue. Puis on va aller sensibiliser nos gens qui ont des points de vente pour voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer cette situation-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous regardez par rapport à la STM, si la STM a la mauvaise information, comme vous dites, on ne peut pas aller chercher l'information, ça aussi, on va l'adresser. Mais le troisième point, c'est plus, nous, notre vision, c'est plus on va avoir de points de vente, plus on va avoir d'endroits que les gens vont pouvoir aller chercher des titres, plus, tu sais, l'expression en anglais, c'est build it the welcome, donc ça va être plus facile. Mais on s'est aperçu que ça n'est pas facile, parce que ça revient toujours à l'argent.
Nous, la STM, puis là, Denise, tu me corrigeras, c'est nous, on donne 1 de commission aux gens qui ont des points de vente. Donc, c'est pas beaucoup. Et on ne veut pas augmenter ça. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à nos gens d'aller avec une solution alternative. Puis on est allé voir sur la planète ce qui se faisait. Puis sur la planète, on est, là-dessus, je vous donne raison, on est vraiment en retard. C'est d'avoir des mécaniques qui vous permettent, comme monsieur a dit tantôt, de ne pas avoir à vous déplacer. Donc, vous êtes à la maison, vous avez votre carte, vous êtes déjà identifié. Puis idéalement, monsieur, ça va se faire par la poste ou quelqu'un va vous appeler, puis etc. Mais deuxièmement, ou carte de crédit. Et deuxièmement, vous faites votre recharge à distance. Donc, que vous soyez une personne à mobilité réduite ou une personne handicapée ou une personne normale, là, si je peux m'exprimer comme ça, l'idéal pour nous, c'est d'éviter les files d'attente en fin de mois. Parce que vous le savez, les gens, et c'est comme ça tout le temps, les gens attendent le 29, le 30, et là, tu as des files d'attente, les gens sont là, sont en attente, et nous, on essaie d'éliminer ça pour avoir un meilleur service à la clientèle. Fait que ce qu'on va faire, on va vous contacter, puis on va aller voir les points qu'on est capable de faire. 2, on va regarder pour sensibiliser les partenaires que nous avons. Puis 3, si on est capable d'en convaincre quelques-uns, on verra. Puis 4, l'idée de M. Lévesque est géniale, c'est qu'on va s'assurer que vous êtes intégrés dans les pilotes qu'on fait là, dans les prochains mois. C'est l'axe qu'on privilégie là, dans un. Entre passer de 400 à 600, je pense que ce n'est pas la stratégie. Entre 127 puis peut-être augmenter le nombre et en s'assurant toutes les informations, c'est bon. Je pense que c'est la stratégie actuellement. Là. Dans le fond, M. Devin me l'apprend. Nous l'apprend. C'est bon. Ça va, madame? Oui, oui. Ben, je voulais seulement ajouter, c'est sûr que, comme je disais, la recharge à distance, on est vraiment content de ça, mais ça ne pourra jamais être parfait dans la mesure où il n'y a pas tout le monde qui aura accès à Internet et il n'y a pas tout le monde qui aura accès aux cartes de crédit. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut quand même diversifier. En même temps, on regarde, il y a les cartes de débit également. En même temps, il y a tous les titres à mettre. En même temps, il y a des collectifs qui peuvent faire les recharges. Vous savez, on peut avoir les individus dans leur maison. On peut avoir une résidence pour personnes âgées ou on peut avoir un centre qui va faire le travail pour les résidents. Donc, des fois, on le voit individuellement dans sa maison, mais on travaille sur des stratégies qui vont être... moi, je ne peux pas chez moi, mais quelqu'un peut me le faire parce que je suis dans le même édifice ou le même lieu d'habitation ou le même centre. C'est un peu la stratégie, là, pas un peu, c'est la stratégie à plus ou moins long terme. Mais vos données, transmettez vos données au secrétariat, puis on va en faire un suivi. Merci beaucoup. Ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. Merci. Je vais inviter M. Julian Rodriguez. Donc, une question qui pose, et je pense que M. Rotran a déjà la réponse, mais je ne présume pas. C'est sur la voie réservée sur le boulevard Saint-Jean et Pierrefonds. C'est pour dire que c'est une bonne chose? Oui, mais c'est sans voir... bonsoir avant tout. C'est avant de partiellement répondre, mais j'ai juste quand des questions et regarder cette topic. C'est de quand et quel le temps de mitigation de travaux avant la mise en service sur le boulevard Saint-Jean, mais c'est dans le nouveau voie de service, de voie de réservé. C'est annoncé dans un contrat dans le septembre, en même temps pour le contrat pour le boulevard Jean Talon, mais il n'est pas commencé. C'est probablement d'attendre pour des autres annonces pour la mitigation pour le Turco. Okay, merci pour votre question. Si en complément, M. Rotran, il y a M. Gendron qui connaît ça par cœur, mais M. Rotran également. Je profite de votre présence pour vous annoncer, premièrement, le 2 avril, les 3 lignes express de l'île de l'Ouest jusqu'à la station Lionel Groulx commencent. Et ce soir, en 11.3 de l'ordre du jour, on crée la nouvelle ligne d'autobus 475 express de l'heure des Ormeaux. Je vous dis ça parce que vous avez posé des questions sur les mesures de mitigation dans les conseils d'administration des derniers quelques mois. Sur la question de boulevard Saint-Jean, il y a été certains problèmes, mais nous avons eu, maintenant, des ententes avec l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, avec la ville de Dollard-des-Ormeaux et la ville de Pointe-Claire, et le travail doit commencer incessamment. Tout était réglé il y a quelques semaines comme un projet pilote,
et dont on doit être capable dans les mois qui viennent d'offrir ce service qui va certainement aider votre ligne d'autobus favorite, le 470, et va faire plus rapide le transport pour vers 10 000 passagers par jour. Est-ce que ça... Puis plus précisément, M. Gendron, les mois exacts? Oui, de façon précise, on parle d'une mise en service pour Saint-Jean vers le 15 juin cette année. Cette voie réservée-là va être ouverte le matin en direction sud. Elle va permettre également une première à Montréal de covoiturage, donc avec 2 passagers et par taxis auto aussi. et plus, et les taxis. Et le soir, elle va être en direction nord. Pour ce qui est du boulevard Pierrefonds, si vous aviez ça également comme question, oui, là, il y a des aménagements physiques à faire, donc on n'a pas encore les dates. Là, il nous reste des discussions à faire avec l'arrondissement de Pierrefonds. Oui, c'est savoir de noter important pour Pierrefonds. C'est avoir un défi avec des voies cyclables dans la section entre Saint-Jean et Jacques-Bizard. Avant des trains importants, on va avoir la solution avant ça. Donc, Saint-Jean, vous avez l'échéancier. Oui, pour Pierrefonds, il y a du travail à le premier, c'est une très bonne tamponnaire, nouvelle pour la solution. La vente est très grande de circulation. Un défi dans le secteur vers Fairview, 40, c'est bien. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Merci, M. Rodriguez. Okay. Donc, le dernier intervenant, oui, M. Johannes Urbanski. Bonjour, M. Urbanski. Étudiant à Montréal depuis quelques mois. 6 mois. 6 mois. OK, oui. On suit votre carrière. OK, oui. Merci beaucoup pour laisser-moi parler une troisième fois ici. Comme la dernière fois, je vais parler en anglais. So, my name is Jan Urbanski, and I'm thankful to speak here for a time. I promise you that I won't ask again for more regular timetables. I think you made your case clear, and that's fine. Even though I still think that they would make life easier for those new arrivals, which make the city such a fantastic multicultural place of which you really have all reason to be proud of. I also still think that your electronic timetable resources, I'm talking about the STM app for the iPhone and Google Maps, are well intended but not well implemented yet for the frequent errors I have already reported you here in December. But I accept that you got different priorities which are not less important. Instead, I want to make you 2 suggestions of how I think that you could make your timetables more comprehensible for many customers without changing them. I remember you saying in the last meeting that you were unhappy with the current layout of your timetable leaflets. I think they are called planibus. Okay. I therefore ask you if you believe that those leaflets could include the departure time of a connecting metro, let's say from Berry-UQAM station, so that your customers have the possibility to estimate better when they have to be at the metro station to make a connection with the bus. Obviously, this is not that essential during the times where the bus runs every 10 minutes or less, but in the evenings or other times where the services are every 30 minutes or even less frequent, this could be useful, and it might also make passengers more aware that the last metro actually connects with virtually all important bus lines. Well, I don't know if you want to answer to that. Mr. Urbanski, we are receiving a report at the Customer Service Committee in the month of April on both the InfoBus and the Planibus for a possible redesign. I can't answer your question this evening, but I will ask the question when the report comes to us. The directors of the services who worked on this will be there to make their case, and I will ask for a response at that time. So I would ask you to, I know this may not be satisfying, but I would ask you to come back in the month of May to ask this question again. I should still be there by then. I also have a second question. And, well, being a student in a city with such a remarkable nightlife like I am here in Montreal, I am a frequent user of your night buses, as I already said. Are you trying to tell us you close out the bars in Montreal? Yeah, well, but for the errors I've mentioned earlier, I end up in a taxi almost every second time I have to use them, as your electronic helpers show me the right timetable, but often of the wrong day. I want to show you how I have to help myself in my frustration to make sure that I come back without having to wait up to 40 minutes at a bus stop
or missing a connecting night bus. It's this little schedule I made. I have like all the metro lines with all the important stops with the first metro, last metro. I also have like the bus lines 51, 129, 165, all departures after 8 p.m. And I have a night bus 368 and 369. I wouldn't be surprised if someone in this room could tell me with this information where I live, but... you obviously live in Côte-Neige-NDG. Exactly. Not hard to figure out. Sorry? Et à l'Université de Montréal? Ouais, j'habite là, mais je suis à UQAM. Okay. Yeah, but in all the 6 months I'm living here right now, this has been the only source of timetable information which has never let me down. Therefore, my second and last suggestion is to provide the bus timetables, which are already available from your website for every bus stop, in a more printable format. I've printed you some examples, like they are provided for public transit users in Germany, to illustrate you better what I'm talking about. Even though they have over their bus schedules with regular frequencies, like every 15, 20, 30, 60 minutes, I have seen those printed schedules hanging on many kitchen doors and fridges of people who neither want to stand outside in the cold longer than necessary, nor switch on their computer just to check the departure time online before leaving house. I guess that's the same for almost everyone here. I therefore ask you, do you think this would be an idea worth considering? And I can also, I have 3 exemplaries of those timetables. I can give them there if you don't mind. Secrétariat, oui, donc. Oui, je demandais à M. Rodran. Vous savez, je ne vous dis pas ça, M. Urbanski, de façon péjorative, mais il y a une tradition en Angleterre, je ne sais pas si vous les connaissez, les train watchers, qui font le tour des gares anglaises, puis qui ont des horaires qui sont meilleurs que la Société des chemins de fer. Fait que merci pour votre travail. Okay. Écoutez, tout ça va être précieux, Marvin. I'm really interested in what you say, simply because Madame Vaillancourt and I were in Germany for a major public transit conference recently, and they told us nobody in Germany uses paper because they are so advanced that everything is done on the smartphone and everything is done online. Passengers want real-time passenger information. They want better trip planning, and they can get it through their apps from their phones. And they were introducing us to people from Denmark and Sweden and other locations who were saying, well, we would never consult paper because it's so easy to have this information on the smartphone. As you indicated 2 months ago, that this is the way to go, and this is the direction that we are going. We, however, recognize there's a certain clientele that will not have access to internet or a smartphone for either 2 reasons: choice, or just not habituated to it, are uncomfortable with it, or are unable to use it. Yeah. So we have to have a strategy for that clientele. I'm not sure what you suggest is necessarily better format than what we have currently. I understand that you want more detail, but I don't think everybody's looking for that. I think what they're looking for is, when does the bus get to this particular stop that I'm at? That's what we usually have. I understand. That's what I'm talking about. Anyways, we'll examine your document in the context of the ongoing work. As I said, in April, we're going to have a big debate at the Customer Service Committee, and we're going to give certain mandates. You're not the only one to raise issues. The comments we've got from the citizens tend to, one wants this, one wants the opposite, but everybody has a strong argument. Our goal is not to say no. Our goal is to find a way to provide the best information at the most affordable cost for us, but also one that brings people into the system and makes them loyal and regular clients. And I've always been a champion of good customer information. It's one of the best things, or the most important things, a transit agency can do. So I thank you again for being present, and we will definitely examine your proposal. Okay. Well, I'm definitely looking forward to that, and I really appreciate the constant efforts you do here, STM and the city. Merci, Thank you very much. M. Urbanski. Et puis, on le répète, là, M. Rodran disait, au cœur de la stratégie BUS, l'information en temps réel, e-bus, pour tous les membres du conseil puis de la direction, c'est la voie de l'avenir. Donc, l'échéancier à l'heure actuelle est 2014, et c'est là qu'on s'en va. On a du retard, mais donc, c'est vraiment au cœur de la stratégie. Donc, ceci met fin à la période de questions. Il y avait 9 intervenants et on a, je
je pense laisser à chaque citoyen et citoyenne le temps de poser ses questions et de faire part de ses commentaires. Donc, je vais appeler l'article 1 de l'ordre du jour de ce soir. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en ajoutant les articles 3.4 et 12.5. Je propose. Je l'appuie. Oui. Bonsoir, monsieur. Donc, c'est adopté pour l'article 1. J'appelle l'article 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée tenu le 1er février 2012. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 3.1, autorisation de lever l'option de renouvellement du contrat avec Travex et Ligne Canada pour la fourniture de protection personnelle et d'équipements de sécurité. 3.2, adjudication de contrat à Louis Hébert Uniforme pour la fourniture d'uniformes pour les employés d'entretien. 3.3, adjudication de contrat à Vosley Canada pour la fourniture de plomberie de marque Victolic. 3.4, adjudication de contrat à Les Solutions d'Orspec pour la fourniture de porte-papillons pour les stations de métro. Je propose. J'appuie. C'est adopté, donc, les articles de la rubrique 3, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4. J'appelle les articles de la rubrique 4, 4.1 à 4.5. 4.1, adjudication de contrat à MGB Associés pour des travaux de réfection du puits de lumière et des miroirs à la station Parc. 4.2, adjudication de contrat à Construction Morival pour des travaux de mise à niveau des installations pétrolières au centre de transport Mont-Royal. 4.3, autorisation de lever l'option de prolongation du contrat de recherche et développement et expérimentation de la recharge à distance de titres de transport avec la firme IXI. 4.4, autorisation d'octroyer des contrats à Toucher PhD et Cossette pour des mandats de fourniture d'espaces médias pour la campagne de valorisation du transport collectif et de la STM printemps 2012. 4.5, autorisation d'octroyer un contrat de construction à gestion immeuble Place Bonaventure et approbation de l'amendement au bail pour un projet de réaménagement de la salle informatique. Je propose. Je les appuie. C'est adopté, donc les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5. Je rappelle que dans le cas, donc, c'est des interventions dans le cadre de nos travaux pour nos stations de métro à la station Parc. Pour le centre de transport Mont-Royal, c'est une mise aux normes réglementaires, M. Devin, par la loi de nos équipements où on a des installations pétrolières avec lesquelles on met du diesel dans nos autobus. Pour le 4.3, M. Rotran parlait, nous sommes donc associés avec une filiale de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre, qui est la firme IXI, dans le cadre de la recharge à distance des cartes Opus. Donc, c'était pour vous mettre juste un peu expliquer ces articles-là. Je vais donc, ils ont été adoptés. J'appelle l'article 4.6. 4.6, adjudication de contrat à RICO l'Amérique du Nord pour des services d'archivage de documents. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 5, le 5.1. Adjudication de contrat de services professionnels à ICOM Consultant et CIMA Plus pour la réalisation des divers volets au projet de mesures préférentielles pour bus. Je l'appuie. C'est adopté. Les mesures préférentielles pour bus, là, c'est un terme général qui inclut les voies réservées, les feux prioritaires. Donc, c'est dans le cadre de notre plan stratégique 2020 et du plan de transport de la Ville de Montréal. Il n'y a pas d'article à la rubrique 6, 7. Ce soir, j'appelle l'article de la rubrique 8, 8.1. Autorisation en vue d'obtenir un permis d'occupation du domaine public pour le futur poste de ventilation mécanique Saint-Dominique. Je propose. C'est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 9, 9.1 et 9.2. 9.1, adoption du système de pondération et d'évaluation pour des services professionnels pour la production d'une série de vidéos. 9.2, adoption du système de pondération et d'évaluation pour des services professionnels
pour la réalisation d'une étude sur la satisfaction de la clientèle du transport adapté. Je propose, j'appuie. C'est adopté. Les grilles de pondération, je prends toujours soin de l'expliquer. C'est donc une première étape. Hein. Nous établissons les critères avec lesquels les comités composés d'employés et de directeurs de la STM vont ensuite, suite à l'appel d'offres, évaluer. Et dans ce cas-ci, c'est dans un cas des vidéos dont on se sert sur notre site Internet et pour de l'information, formation à nos employés. Dans l'autre cas, bien, vous le voyez, c'est que nous faisons des études pour le réseau régulier et pour le transport adapté pour améliorer notre service clientèle. J'appelle donc le 9.1 et 9.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 10, donc 10.1, 10.2, 10.3. 10.1 Adoption du règlement R 139 déléguant à certains employés le pouvoir d'effectuer des opérations de trésorerie et de signer tout document requis à cet effet, et adoption du règlement R 009-6 modifiant le règlement R 009 autorisant la signature de certains actes, documents ou écrits de la société. 10.2 Fixation du terme pour le remboursement des montants pour l'acquisition des nouvelles voitures de métro. 10.3 Adoption du règlement R 042-4 modifiant le règlement R 042 afin de modifier un des termes de financement. Je les appuie. Donc, c'est très réglementaire, mais c'est donc des règles de fonctionnement interne, en particulier au niveau de la trésorerie et des finances. Dans le cas du 10.3, c'est l'ensemble du projet du renouvellement des voitures de métro. Là, c'est des modifications. Donc, les 10.1, 10.2 et 10.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 11, 10, 11, 10, 11.1, 11.2 et 11.3. 11.1 Modification de parcours de la navette Or 258 Hochelaga Maisonneuve. 11.2 Bonification de l'offre de services de taxi collectif à Senneville. 11.3 Mise en place de la nouvelle ligne d'autobus 475 Express des Ormeaux et entente pour l'utilisation d'un stationnement incitatif par la clientèle. Je propose. J'appuie. Et, M. Président, C'est adopté, oui, M. Je suis assez fier de dire que dorénavant, M. Januszewski aura l'opportunité de monter cet autobus proche de l'hôtel de ville de Dollars des Ormeaux et être à le centre-ville, même à l'hôtel de ville de Montréal pour les réunions des conseils d'agglomération en 30 minutes porte à porte. Tous les projets d'amélioration de service de nos lignes bus, navettes A, taxis collectifs sont toujours vus au préalable par le comité de service à la clientèle de la STM que préside M. Rotran. Donc, c'est adopté pour 11.1, 11.2, 11.3. J'appelle les articles 12.1 à 12.5 de la rubrique 12. 12.1 Autorisation de la modification à l'entente pour le raccordement de l'édifice situé à l'angle de la rue Vigée et de la côte Beaver Hall à la station Square Victoria. 12.2 Autorisation de renouveler l'entente avec la ville de Laval pour la surveillance des installations de la STM sur le territoire lavallois. 12.3 Autorisation d'une entente de sous-location avec Notarius Technologies pour les locaux des bureaux des projets IBUS et prolongement du métro. 12.4 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement prévue à la convention de bail avec les investissements SIMSU pour la location d'un terrain. 12.5 Approbation de l'entente spécifique de partenariat avec Hydro-Québec relative à une étude d'implantation d'un réseau de trolleybus. Je propose. Donc, les articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5 sont adoptés. Juste pour information, au niveau de la station Square Victoria, il y a une œuvre d'art de l'artiste Mousseau qui sera repositionnée dans la station avec l'accord, bien sûr, de la famille et des ayants droit. Et concernant 12.5, M. Devin a annoncé il y a de cela près de 2 ans, je crois, donc un grand chantier d'électrification des transports publics et tout particulièrement à la STM. On a appris aujourd'hui d'ailleurs que le premier ministre du Québec annonçait un financement pour des bus électriques. Dans ce cas-ci, c'est le réseau de trolleybus et c'est un partenariat avec Hydro-Québec. Donc, on voit bien que
nous allons vers... le métro est déjà tout électrique, là, mais tranquillement, au cours des prochaines décennies, on va électrifier le transport collectif de surface. J'appelle donc les articles 13.1 à 13.5 de la rubrique 13. 13.1, approbation d'une collaboration aux études de la SHDM à la station Frontenac. 13.2, autorisation de procéder au renouvellement des immatriculations des véhicules de la société. 13.3, approbation de la demande de subvention de gaz métro pour les projets de réfection du centre de transport Frontenac et de la construction de celui Stinson. 13.4, autorisation du versement de la cotisation annuelle à l'Association du transport urbain du Québec. 13.5, autorisation d'un apport pour les activités de gestion de contrats et de vigie technologique à la société de gestion AVT. Je propose. J'appuie. Donc, les articles 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 sont adoptés. Le 13.3 concernant une demande de subvention à gaz métropolitain, c'est dans le cadre de l'acquisition de chaudières à haute efficacité énergétique dans nos centres de transport. Donc, bien sûr, c'est une demande qui est faite à Gaz Métro. Et dans le cas de l'ATSUC, c'est l'association qui regroupe les transporteurs urbains du Québec, de Laval, Laval, Trois-Rivières, Longueuil, Sherbrooke, Québec, Saguenay, l'Outaouais. Nous sommes 9, là, donc on est membre de ce regroupement-là. J'appelle les articles 13.6 à 13.10 de la rubrique 13. 13.6, autorisation du renouvellement du contrat de support et d'entretien annuel du progiciel Astus avec Giro. 13.7, renouvellement du mandat des personnes nommées par la société pour agir à titre d'administrateur du régime de retraite des employés désignés de la société. 13.8, renouvellement du mandat des membres du conseil d'administrateur du programme d'allocation après-retraite. 13.9, renouvellement du mandat des personnes nommées par la société pour siéger au comité du régime de retraite de la Société Syndicat du transport de Montréal CSN. 13.10, mesures de remplacement temporaire au comité de retraite de la STM. Je les propose. Je les appuie. Donc, les articles 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 et 13.10 sont adoptés. J'appelle l'article 13.11. Renouvellement de mandat et nomination des personnes nommées par la société pour siéger au comité du régime de retraite de la société 1992. Proposé. Je l'appuie. C'est adopté. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration du mercredi 7 mars 2012. Je vous remercie pour votre présence. Bonne fin de soirée.